Bonjour. Oui, bonjour. Euh, Oui, c'est bon. C'est bon. oui, bonjour, vous pouvez commencer. Donc, attends. Bonjour tout le monde. Can you hear me, please? Yes, I hear you very well. Okay. Bonjour tout le monde. Je me présente d'abord, Aziz Jmeiri, docteur en sciences chimie de la faculté de sciences d'Agadir, spécialité chimie physique. Je remercie d'abord le comité d'organisation de cette manifestation de me, de me accepter à participer à cette manifestation. Donc, le sujet de cet exposé est intitulé Une combinaison expérimentale et théorique de l'inhibition de la corrosion de cuivre en milieu chlorhydrique par l'inhibiteur, l'extrait de jujube. Donc, le plan de ce travail est le suivant. Tout d'abord, je commence par une introduction générale, puis la méthodologie suivie pour faire cette étude. Ensuite, résultats et discussions. Dans ce CD, je vais présenter deux volets. Le premier concerne étude expérimentale de l'émission de la corrosion de cuivre par l'extrait du jujube. Et le deuxième consacré une approche théorique de la réactivité des principaux compositions de l'inhibiteur. Et je termine par une conclusion. Donc, concernant l'introduction générale, le cuivre est un métal très utilisé par l'homme euh, grâce à ses propriétés physico-chimiques telles que sa bonne conductivité thermique électrique ainsi que sa résistance à la corrosion. Donc, grâce à ces propriétés, on peut trouver le cuivre dans plusieurs domaines, tels que dans l'industrie électrique, dans la préparation des canalisations, les circuits intégrés, dans les systèmes de dessalement industriel pétrolier et dans les échangeurs thermiques. Mais cependant, ces systèmes sont nettoyés avec des solutions assez décapantes, telles que l'acide chlorhydrique et l'acide sulfurique. Euh, Malgré ces systèmes avoir un endommagement sévère des équipements par le phénomène de corrosion. Ce problème a attiré l'attention de plusieurs chercheurs du monde pour trouver des solutions. Donc, parmi les méthodes de protection, l'emploi des inhibiteurs. Donc, il existe des inhibiteurs organiques, des inhibiteurs inorganiques et, pardon, tu m'écoutes? Oui, c'est bon, oui, c'est bon. D'accord, très bien. Donc, il existe des inhibiteurs organiques et des inhibiteurs inorganiques. Malgré ces derniers sont toxiques, coûteux et néfastes pour l'environnement, d'où le penser d'utiliser d'autres inhibiteurs écologiques ou bien inhibiteurs verts. Donc, l'objectif de ce travail s'inscrit dans ce sens, c'est-à-dire de tester les inhibiteurs écologiques tels que l'extrait de la coquille de jujube. Donc, les deux images montrent la plante de Ziziphus lotus de jujube. Donc, l'image 1, c'est la plante et l'image 2 montre les fruits de cette jujube. Donc, le protocole suivi pour préparer cet extrait est le suivant. Tout d'abord, nous avons pris le coquille. Après un broyage, nous avons obtenu une poudre fine. Ce dernier est fait à la préparation de l'extrait par méthode macération. Donc, les principaux constituants de cet inhibiteur sont les acides ioniques, l'acide ascorbique, l'acide oléinique et l'acide tertéphonique. Donc, la méthodologie suivie pour effectuer cette étude est comme suite. Nous avons fait des méthodes expérimentales et une approche théorique. Pour les méthodes expérimentales,
nous avons effectué des mesures gravimétriques couplées avec l'absorption atomique. Ensuite, nous avons fait appel à des méthodes électrochimiques, à savoir des méthodes stationnaires et des méthodes transitoires. Et nous avons analysé l'état de surface par les méthodes de caractérisation de surface telles que le microscope électronique à balayage couplé avec le DS et le microscope à force atomique. Pour bien comprendre le mécanisme de cet extrait, nous avons fait appel à des méthodes à une approche théorique basée d'une part par la méthode de la chimie quantique DFT et par la simulation de Monte Carlo. Donc, passons maintenant à les résultats et discussions. Donc, le premier volet concerne l'étude expérimentale. Donc, pour les résultats gravimétriques, la figure suivante montre l'évolution de l'efficacité inhibitrice en fonction de la concentration pour différents temps d'immersion. Nous avons obtenu une efficacité alors de 90% pour une concentration de 1 g et de 2 g. Concernant les résultats obtenus par l'absorption atomique, donc, nous constatons qu'on a une efficacité qui atteint une valeur de 90%. Et pour corréler ces deux méthodes, l'histogramme montre la comparaison des efficacités obtenues par les deux méthodes. Donc, nous constatons qu'il y a une concordance entre l'efficacité obtenue par la méthode gravimétrique et par l'absorption atomique. Pour bien comprendre ça, nous avons fait appel à des méthodes électrochimiques, à savoir le tracé du courbe de polarisation. La figure suivante montre l'évolution du corps de polarisation de l'électrode de cuivre en présence de différentes concentrations. Nous constatons que le potentiel de corrosion déplace vers des potentiaux négatifs si on augmente la concentration des inhibiteurs. Donc, cela signifie que notre inhibiteur a un caractère cathodique. Le tableau suivant regroupe les paramètres électrochimiques stationnaires, à savoir les pentes anodiques cathodiques, le potentiel de corrosion, la densité de courant de corrosion et l'efficacité. Donc, la densité de courant de corrosion augmente au fur et à mesure que la concentration augmente, ce qui dit à l'augmentation de l'efficacité inhibitrice qui atteint une valeur de 90%. Cela est dû également que notre extrait s'absorbe sur la surface du métal et fait le blocage des sites actifs de ce métal. Passons maintenant à la deuxième méthode électrochimique transitoire, donc les tracés du diagramme de Nyquist. Donc la figure montre l'évolution du spectre d'impédance électrochimique obtenu pour l'électrode de cuivre en présence de différentes concentrations. Nous constatons que plus qu'on augmente la concentration, il y a une augmentation du diamètre de boucle due à l'augmentation de la résistance de transfert de charge. Et les paramètres électrochimiques transitoires montrent que la résistance de transfert de charge augmente au fur et à mesure que la concentration augmente. Donc, cela explique évidemment les résultats obtenus par la méthode électrochimique stationnaire. Donc, nous constatons que notre inhibiteur a un effet sur l'anticorrosion de métal pour la formation d'un film protecteur à l'interface électrode-électrolyte. Concernant les flux de température, donc nous avons étudié, c'est-à-dire les flux de température de notre inhibiteur. Donc le tableau montre que même si on augmente la température, donc l'efficacité diminue graduellement avec l'augmentation de la température. Donc cela signifie également que notre inhibiteur est un bon inhibiteur même à des températures élevées. Concernant l'état de surface, donc nous avons analysé notre surface par trois méthodes, par trois appareils, donc le microscope électronique à balayage, le DS et l'AFM. Concernant les MIP, donc les trois images, ce sont les images des échantillons de cuivre testés. La première image, c'est pour le cuivre, c'est-à-dire comme référence, n'est pas attaqué. Le deuxième, c'est pour l'échantillon de cuivre dans le milieu corrosif. Et la troisième image, c'est pour l'échantillon de cuivre en présence d'inhibiteurs. D'après ces images, nous remarquons que
le cuivre attaqué, c'est-à-dire en présence de l'acide, montre que la surface est endommageant brisée avec l'apparition des agrégats cristallins triangulaires. En présence de l'inhibiteur, nous observons dans cette image euh, qu'il y a l'absence de ces agrégats cristallins triangulaires et aussi nous observons une surface améliorée. Donc, les spectres ODS correspondent pour les trois images sont les suivants. Donc, concernant le deuxième spectre, le DS montre que, c'est-à-dire pour le cuivre attaqué, ce spectre montre l'apparition des pics caractéristiques de chlore qui n'est pas apparu dans dans le premier spectre. Cela signifie également que ce métal s'oxyde et la formation du complexe UCl2-. En présence de l'inhibiteur, le spectre montre l'augmentation du pic caractéristique du cuivre et la diminution du pic caractéristique de chlore et l'apparition du pic caractéristique de carbone qui est l'un des constituants de notre extrait. Cela suggère également qu'il y a formation d'une couche protectrice à l'interface électrolyte, limitant la formation du complexe UCl2. Concernant les images AFM, donc ce sont des images en 3D. Pour la première image, c'est de l'échantillon attaqué. Nous remarquons que nous observons que cette surface est fortement brisée et rugueuse, avec une rugosité de l'ordre de 2 micromètres. Et aussi, nous observons des fissures. En présence de l'inhibiteur, nous observons une surface lisse, homogène et moins rugueuse. Cela indique également que notre inhibiteur est absorbé et empêché la formation de produits de corrosion et diminuer l'agressivité du milieu. Je passe maintenant au deuxième volet consacré à l'approche théorique. Tout d'abord, concernant la méthode DFT, c'est-à-dire la méthode quantique, le tableau regroupe les paramètres énergétiques, à savoir les énergies HOMO et LUMO et l'énergie de gap. D'après ce tableau, la lecture de ce tableau montre que l'énergie de gap est une énergie faible. Donc, cela signifie que plus que l'énergie de gap est faible, plus que le transfert d'électrons de l'orbital auto-occupé vers la base vacante est facile. Et cela signifie également que les composés de cet extrait, ce sont des composés réactifs. Concernant l'aspect électronique, c'est-à-dire on va étudier les énergies électroniques, ou bien l'aspect électronique, la figure montre le potentiel électrostatique des quatre composés constitués de notre extrait. Nous remarquons ou bien nous observons des sites ou bien des zones en couleur rouge. Cela signifie que ces sites sont riches en densité électronique. Donc, d'après ces sites, on constate que ces sites sont ces sites actifs les plus préférés de ces molécules pour être facilement absorbés avec la surface du cuivre chargée positivement. Concernant la deuxième méthode théorique, c'est-à-dire la simulation de Monte-Carlo, c'est une méthode de modélisation qui permet d'une part de déterminer l'énergie d'absorption entre la molécule et la surface, et d'autre part, de déterminer la structure conformationnelle la plus stable de ces molécules qui s'absorbent à la surface du métal. Donc, nous observons 4 images des trois molécules constituant de notre inhibiteur. Donc, nous constatons que les 4 principaux composés de l'inhibiteur s'absorbent dans une orientation parallèle à la surface métallique en utilisant leur groupement fonctionnel. Le tableau montre les énergies d'absorption obtenues. Donc, nous constatons que nous avons des énergies négatives. Cela signifie qu'il y a vraiment une absorption de notre inhibiteur et de surface métallique. Nous avons adopté un mécanisme d'inhibition de cette étude. Donc, le cuivre en milieu HCl se corrode.
et s'oxydent en cuivre 1 et cuivre 2, ce qui est dû à la formation de composés de corrosion. Ce sont les complexes CuCl, CuCl2- que nous avons montré par le DS. En présence de l'inhibiteur, ce dernier s'absorbe sur la surface du métal et empêche l'agressivité du milieu. Et plus on augmente la concentration de notre inhibiteur, plus on aura une augmentation des sites actifs de ces molécules qui forment un film polymérique. Donc, passons maintenant à la conclusion. Donc, l'efficacité inhibitrice de l'extrait augmente avec la concentration et atteint une valeur maximale de l'ordre de 90% à une concentration entre 1 g et 2 g. Aussi, l'extrait de jujube reste efficace même à haute température. Les techniques de caractérisation de surface montrent la formation d'une couche protectrice sur la surface du métal. La comparaison entre les résultats obtenus à travers les 3 techniques montre une cohérence satisfaisante. La méthode quantique DFT et la simulation de Monte Carlo a expliqué la réactivité et la spontanéité de l'absorption des molécules de l'extrait de jujube sur la surface du cuivre. Et en revanche, donc l'extrait de jujube est un bon inhibiteur de corrosion de cuivre en milieu HCl1N. Donc, comme fruit de ce travail, donc, nous avons publié ce travail dans cette année, c'est un travail actuel 2021 dans le journal Journal Molecular Liquids. Merci pour votre attention. Merci, cher professeur, docteur, de cette présentation qui Merci. était claire et bien, et les graphes ils sont bien présentés, et les résultats ils sont pertinents. Et ils étaient, comment dire, finalisés par un article dans un journal prestigieux. Et pour l'instant, je pense, j'ouvre la session des questions-réponses, bien évidemment, s'il y a des questions. D'accord. Moi, de mon côté, comme modérateur, je vais poser une question parce Oui, que le sujet il est pertinent. Puisqu'actuellement, on encadre un thésard. Une thésard, il travaille sur les propriétés mécaniques de la corrosion des oui, aciers normalement. oui. Et moi, d'après ce que j'ai compris, que les inhibiteurs, ils augmentent les propriétés, ils retardent la corrosion, c'est ça? Oui, il ralentit ou bien empêche le processus de corrosion. D'accord. Ils Oui. l'empêchent carrément ou ils le retardent? Parfois, il retarde, parfois, il empêche. Mais en D'accord. général, il ralentit. Ralentit seulement, il retarde. D'accord. Est-ce que ça il a une influence sur. Je sais que ce n'est pas votre domaine de compétence, Oui. parce que vous êtes chimiste. Est-ce que ça a une importance un impact sur les propriétés mécaniques? Euh, Par donc, exemple, les déformations. non, 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 parce que ce sont des substances qui sont en faible. Donc, un inhibiteur, c'est une substance qui s'ajoute en faible concentration dans une solution corrosive pour ralentir ou D'accord. bien pour empêcher le phénomène de corrosion. D'accord. 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 Oui, Donc, oui. encore une fois, je vous remercie beaucoup, Monsieur Merci, Ismaël. merci beaucoup, merci. J'espère vous voir dans les prochaines conférences en présentiel. Inch'Allah, merci. D'accord, et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Je Dieu. vous en prie. Je vous en prie. Donc, à présent, nous passons à la deuxième présentation, qui est l'identification de l'origine de la salinisation des eaux souterraines du massif de Bokoya, rift central, Maroc, par l'utilisation des outils hydrochimiques et géochimiques présentés par le doctorant Boïssa Mohamed, professeur Garibi Qadir, Galit Mohamed, le professeur Toufan Jean et professeur Al-Khattabi Jamal. À vous la parole. Merci, monsieur. À vous en prie. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends 5 sur 5. D'accord.
Est-ce que vous voyez mon écran? Non, je ne le vois pas. Par contre, je vous entends bien, mais l'écran, je ne le vois pas. Alors, comment je dois partager mon écran? Car Non, c'est ma première présentation online. d'accord. Normalement, il y a en bas, je crois, en bas. Écran partagé. Oui, Écran partagé, voilà, exactement. Oui, exactement. exactement. D'accord, Effectivement. d'accord, merci. Voilà. Vous voyez l'écran maintenant? Et voilà, là, on vous D'accord, voit. c'est bon. D'accord, merci. D'accord, je me présente. Je m'appelle Bouassem Mohamed. Je suis doctorant en quatrième année à la faculté des sciences de Oujda, sous l'encadrement de le professeur Haribi El et je suis inscrit au laboratoire de chimie du solide minéral et analytique. Et ma présentation sera intitulée Identification de l'origine de la salinisation des eaux souterraines du massif de Bukoya, le rift central au Maroc, par l'utilisation des deux aspects, de type hydrochimique et géochimique. Commençons par la problématique. La problématique majeure au niveau du massif de Bukoya, c'est l'existence des sources d'eau souterraine. Donc, et la population de la province d'Al-Qassima, dont fait partie le massif de Bukoya, a tendance à s'urbaniser. Et aussi, les besoins en eau potable ont été estimés à 492 litres par seconde au moyen et 670 litres par seconde au moins pour l'année 2030. Et ça en prévision. De plus, le réseau d'alimentation en eau potable de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable assurait en 2010 seulement 33% de l'eau potable. Le tableau A montre la différence entre la demande en eau et les ressources mobilisables par l'Office national de l'eau et l'électricité. Alors, on remarque un dépassement des ressources mobilisables depuis l'année 2015, et donc ce dépassement va s'aggraver dans le temps suite à l'envasement du barrage de Mohamed Ben Abdelkarim Khattabi qui alimente la province de Hoceima par l'eau potable. Et comme objectif de notre étude, le premier objectif, c'est le suivi des fluctuations mensuelles des débits et l'assèchement des sources pendant la période sèche, et aussi la détermination de l'origine de la salinisation des sources des eaux par les nitrates, puisqu'on a distingué des concentrations très élevées de nitrates au niveau des sources qui sont consommées par la population, et aussi de déterminer l'origine de la salinisation des eaux souterraines des massifs de Bukoya. Commençons par la présentation de la zone du vide. Le massif de Bukoya est un massif situé dans la partie centrale nord de la chaîne du Rif au nord du Maroc et elle s'étale sur une longueur d'environ 40 km entre le centre de la ville d'Al-Hissina et le village de Torres et une largeur d'environ de 10 km. Et concernant les altitudes maximales au niveau de ce massif, elles sont variées entre 500 et 700 mètres. Du point de vue climatique, le massif de Bukoya est considéré comme la partie la plus sèche de littoral riverain. Les précipitations au niveau de ce massif ne dépassent pas les 300 mm par an et les températures moyennes sont variées de 12 degrés Celsius à 23 degrés Celsius. Le massif appartient à des tâches bioclimatiques arides à semi-arides. Il est caractérisé par deux saisons bien distinctes. La première saison est la période sèche, qui est entre mai et le mois d'octobre. Et la deuxième période, c'est la période humide, qui reste entre novembre et avril. Du point de vue géologique, le massif de Bukoya est un morceau de domaine interne qui affleure dans la partie centrale nord de la chaîne du Rif. Il est représenté principalement par trois unités géologiques. La première, c'est la dorsale calcaire externe qui est présentée par les calcaires acériques du Jurassique et les trias dolomitique. La deuxième, c'est la nappe digomarite qui est présentée par le trias détritique et le paléozoïque. Et la troisième unité géologique, c'est la dorsale calcaire interne qui est présentée par les calcaires blancs d'Ilias. Afin de caractériser les eaux souterraines de ce massif, nous avons effectué pendant le mois d'avril en 2018
une série de prélèvements qui nous a permis de recueillir 87 échantillons couvrant toute la zone d'étude. Et après cet prélèvement, nous avons fait des analyses physico-chimiques au niveau de laboratoire, aussi sur le terrain, comme elle présente ce tableau. Alors, la mesure de température et la conductivité électrique, le pH, ces mesures sont effectuées au niveau de terrain. Et les autres sont effectuées au niveau de laboratoire. Les autres éléments qui sont présentés par le tableau. Et comme résultat, nous avons suivi la variable des débits en fonction des saisons. Et cela nous a permis de conclure qu'il y a une chute moyenne de débit égale à 0,09 litres par seconde pendant la période sèche, et aussi l'assèchement d'une source sur les 15 prélevés, et aussi l'assèchement de 23 puis sur 81 pendant la période sèche. De plus, le débit des sources est indépendant de l'altitude des sources. La mesure de la conductivité électrique montre des salinités allant de 608 microsiemens par centimètre jusqu'à 8690 microsiemens par centimètre, avec une moyenne de 2643 microsiemens par centimètre, et de plus, 34% des échantillons mesurés dépassent la norme exigée par le Maroc qui est 2700 microsiemens par centimètre. Après ces mesures, nous avons effectué une distribution spatiale des résultats le long du massif pour localiser les zones de forte salinité. Et nous avons remarqué une similarité avec les formations triasiques comportant des roches évaporiques comme la lite et le gypse. Les formations triasiques sont indiquées dans la figure géologique. Et après ça, on a mis l'accent sur la pollution anthropique et précisément par les nitrates. Et on a trouvé que les concentrations des nitrates varient de 0,8 jusqu'à 326 mg par litre, avec une moyenne de 49,7 mg par litre. Et que le dépassement de la valeur exigée par l'Organisation mondiale de la santé, qui est 50 mg par litre, est enregistré pour 6 sources et pour 29 fruits. Et on a fait aussi une distribution spatiale pour les concentrations des nitrates pour localiser les points où on a des concentrations fortes. Et on a constaté que une forte concentration se trouve dans les zones urbanisées qui ne disposent pas de réseau d'assainissement, c'est-à-dire ils ont des fosses septiques, alors la contamination de la nappe par les fosses septiques, et dans les zones qui connaissent une activité de pâturage, donc la pollution par l'agriculture, et aux environs de la station d'épuration des eaux issues de la ville FCMA, donc la contamination par les fluides au niveau des réseaux d'assainissement. Et après ça, on a fait une projection des résultats sur le diagramme de Pepper pour connaître le faciès hydrochimique des eaux souterraines au niveau de ce massif. Et on a trouvé que les eaux souterraines du massif de Cocoyal comportent 3 faciès hydrochimiques. La première, qui les bicarbonates calciques, qui présente 5% des échantillons, et 22% des échantillons sont chlorurés et sulfatés calciques, et 72 sont chlorurés sodiques. Et pour connaître l'origine de cette salinisation, nous avons tracé des diagrammes binaires de corrélation. Les premiers graphes de corrélation sont présentés par la figure 12. Et on remarque sur la figure 12 une forte corrélation entre le sodium et le chlorure, et aussi une forte corrélation acceptable, entre le calcium et le sulfate. Et ici, le graphe indique la contribution de la dissolution de la lite et le gypse dans la minéralisation de ces eaux. Le deuxième graphe, qui est la figure 13, montre la corrélation entre le calcium et le bicarbonate, c'est-à-dire le calcite.
et la corrélation entre le calcium plus le magnésium contre le bicarbonate, c'est-à-dire le dolomite. Et on remarque une faible corrélation dans les deux graphes. Ce qui reflète que la contribution de la dissolution de la calcite et dolomite dans la salinisation des eaux souterraines du massif de Proya est limitée dans nos bilans ioniques. Et pour corroborer notre hypothèse, nous avons calculé les indices de saturation de l'halite, le gypse, la calcite et aussi la dolomite. Les résultats nous ont montré que tous les indices de saturation du gypse et de l'halite sont inférieurs à zéro, c'est-à-dire l'halite et le gypse ont la capacité à une dissolution pour enrichir les isotopes massifs de Proya en, en calcium et sulfate et sodium et le chlorure. Et pour l'indice de saturation de calcite et dolomite, tous les échantillons sont sursaturés assez proches de l'état de saturation. Et pour conclure, le suivi de ressources en eau souterraine du massif de Proya, dans le but de déterminer l'origine de leur salinisation, nous a permis de conclure que 24 sources sur 96 sont sensibles à la période sèche. Les eaux étudiées sont caractérisées par un caractère saline et 24% des eaux étudiées dépassent la norme marocaine. 36% des eaux contiennent des tenants en nitrate qui dépassent le seuil acceptable qui est 50 mg par litre et qui peuvent causer un danger sur la santé sur le nourrisson. Et la zone d'étude présente trois types d'eau dominés par les eaux chlorosodiques englobant 73% des sources étudiées, et aussi la minéralisation des eaux souterraines est contrôlée par la dissolution de l'halite et le gypse, combinée avec une précipitation de la calcite et de l'omite. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Bouaïssa Mohamed, pour cette présentation claire qui est intitulée Identification de l'origine de la salinisation des eaux. Et donc, j'ouvre la session des questions-réponses, bien évidemment, s'il y a des questions. Donc, à vous la parole, chers participants. En effet, moi j'ai une question. Oui, vous m'entendez? Oui. Vous avez parlé sur l'envasement. Comment, j'ai pas bien compris, la relation entre l'envasement et la salinisation? L'invasion, c'est la diminution de la capacité du barrage de Mohamed Ben Abdelkarim Lavi. Je pense que la capacité de collecter les eaux est diminuée plus que la moitié. D'accord, d'accord. Et donc, est-ce que vous avez proposé des solutions pour ces problèmes de salinisation Le problème de sanité est un problème majeur au niveau du massif de Proya. On a des sources qui présentent une bonne qualité. Donc, la solution, c'est d'arrêter l'utilisation de ces sources qui comportent, Parce que qui ont une... d'après ce que j'ai compris, c'est dangereux. Oui, c'est très dangereux, C'est très normalement. dangereux. Donc, c'est très dangereux pour Oui, la c'est très santé. dangereux. Voilà, pour la Surtout la nature. contamination par les nitrates. Voilà. Et la population des massifs de Proya consomme ces eaux, D'accord. normalement. Donc, c'est dangereux pour l'environnement, pour l'être humain, Oui, pour l'écosystème, et ainsi de suite. oui, normalement. D'accord. Donc, encore une fois, je vous remercie beaucoup, monsieur, Merci, monsieur monsieur. Bouissa. Et j'espère Merci. vous voir dans les prochaines manifestations Inch'Allah, monsieur, merci. en Merci présentiel. beaucoup. Et je vous souhaite bon Inch'Allah. courage dans vos travaux de recherche. Merci. Inch'Allah, merci beaucoup, monsieur. Donc, à présent, euh, nous passons au troisième exposé, propriétés anxiolytiques, antidépressives et impact sur la mémoire de l'extrait hydrocéphalogique de l'origanium majoronal sur les souris. D'accord?
Boïssa, tu peux faire fermer quitter le partage. Tu fais quitter le partage, s'il vous plaît. Et je pense, mon professeur Abdelhamid, que Amal, je n'ai pas détecté sur les présences. Tu peux passer au suivant. D'accord, merci de me l'avoir dit. Merci beaucoup. Donc, on va passer au suivant, c'est-à-dire composting of date palm, Phoenix, byproducts evolution of physiochemical and microbiological properties, animé par Bokian, Gago, M. Abbas, M. Boufa et M. Masrar et Mme Kiani. D'accord? À vous la parole. D'accord, merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, je vous entends 5 sur 5. I hear you very well. D'accord, merci. Vous voyez ma présentation? Pas pour... Oui, maintenant on la voit très bien. Donc, vous pouvez commencer. Allah barakatillah. Donc, tout d'abord, j'aimerais bien vous remercier pour m'avoir accepté à participer à ce symposium. Donc, je me présente, je m'appelle Omar Bouzian, doctorant en 3e année de thèse à la faculté des sciences d'Oujda, sous la direction de monsieur le professeur Abdelkader. Alors, ma présentation est sous le titre compostage des sous-produits des palmiers dattiers, évolution des propriétés physico-chimiques et microbiologiques. Donc, durant ma présentation, je vais suivre ce plan. Je commencerai par une petite introduction, les différents matériaux et méthodes utilisés, les différents résultats obtenus, et je finirai par une conclusion et perspective. Alors, les oasis funicicoles constituent un écosystème très particulier où l'intensification des cultures est imposée par l'exiguïté des parcelles et la rareté des eaux. Donc, le palmier d'acier constitue le pilier fondamental de ces écosystèmes. L'oasis de Figuig, laquelle vous voyez ici dans l'image, est située au Maroc oriental, dans le domaine frontalier maroco-algérien, où la culture des palmiers dattiers couvre une superficie de presque 1787 hectares et la biomasse générée par cette oasis chaque année est estimée à 8000 tonnes de sous-produits susceptibles à être valorisés. Donc, l'accumulation de cette biomasse à l'intérieur de la palmeraie constitue un véritable problème écologique et phytosanitaire. En effet, ces sous-produits dont une partie est contaminée par le champignon Fusarium oxysporum forme spéciale albidinis, qui est l'agent causal de la maladie de Bayeux, est à l'origine d'une source de contamination des sols par ce champignon pathogène, favorisant ainsi la propagation de la maladie. Alors, on est face à deux problèmes majeurs soulevés par les foniciculteurs. Le premier problème, c'est l'apport en intrants pour les plantations. Le fumier est rare et les engrais sont onéreux vu la fragilité de l'écosystème oasien. Et le deuxième problème, c'est le problème de la fusariose vasculaire du palmier d'acier qui fait encore des ravages de ce dernier. Donc, le compostage des sous-produits du palmier d'acier est présenté ici comme une alternative biologique pour pallier à cette situation. Donc, l'objectif de ce travail est le suivi des paramètres physico-chimiques et microbiologiques durant le compostage des sous-produits du palmier d'acier. Donc, commençons par le démarrage du processus de compostage. Alors, le ramassage des sous-produits de palmier d'acier a été effectué après l'opération de toilettage des parcelles de l'oasis. Ces sous-produits ont été ramenés à la station d'expérimentation au milieu oasien
pour alimenter l'opération de compostage. Un broyage est nécessaire vu la nature et la grande taille de ces sous-produits. Après broyage, les sous-produits ont été mélangés avec des fumiers bovins, de telle sorte un quart de volume sera fumier et 3/4 de volume seront des sous-produits de palmier d'acier. Puis le tout est mélangé et arrosé et mis en place sous forme d'un ondin dans une plateforme équipée de systèmes de récupération de l'exivile. Donc, ce tableau résume les caractéristiques de l'ondin de compostage. Il est composé d'un volume de fumier bovin et 3 volumes des sous-produits de palmier d'acier, dont 10% de ces sous-produits est contaminé par l'agent pathogène du biode. Donc, le volume de l'ondin est de 50 mètres carrés et la fréquence d'aération a été une fois par semaine. Donc, passons aux mesures des paramètres physico-chimiques. Commençons par les températures. Les températures externes et internes. La mesure des températures a été effectuée quotidiennement à mi-journée à l'aide de 2 thermomètres à sonde métallique à une profondeur de 30 cm pour les températures externes et de 1 mètre pour les températures internes. Pour l'échantillonnage a été effectué par la méthode de cartage pour enfin obtenir un échantillon homogène et représentatif pour les autres tests au laboratoire. Le taux d'humidité est déterminé par la pesée ou par séchage du compost dans les tubes à 105 degrés Celsius pendant 5 heures. Les mesures de pH et de conductivité électrique ont été effectuées à l'aide d'un pH mètre et d'un conductimètre. La matière organique totale et la teneur en carbone ont été déterminées par la méthode d'incinération. Le taux d'azote total a été déterminé par la méthode de Gjeldahl. La granulométrie a été déterminée à l'aide d'un tamiseur électromagnétique portant des tamis en mailles différents. Et pour le suivi du comportement de l'agent pathogène de biode durant le processus de compostage, des suspensions d'élision ont été effectuées sur l'échantillon de chaque retournement, puis étalées dans des boîtes de pétri contenant du milieu Comada qui est spécifique pour le genre Fusarium. Puis, après incubation et apparition des colonies, les colonies ont été observées et confirmées avec macroscopiquement et microscopiquement. Donc, passons au résultat. L'évolution des températures montre en général 3 phases pour les températures internes et externes. La première phase, c'est la phase mésophile qui dure environ 5 jours, où les températures commencent à augmenter jusqu'à atteindre le pic. La deuxième phase, c'est la phase thermophile qui est durée environ 100 jours, où les températures internes oscillent entre 47 et 62 degrés Celsius, et la température externe oscille entre 48 et 57 degrés Celsius. La troisième phase concerne la phase de refroidissement, où la température de l'ondin devient similaire à la température ambiante.
Donc, pour le pH est relativement basique tout au long du processus de compostage et la conductivité électrique diminue progressivement. Cette diminution est de l'ordre de 22%. Concernant la matière organique et le carbone organique, on voit une diminution progressive du taux de la matière organique totale et du carbone organique. Cette diminution est de l'ordre de 46%. En revanche, le taux de cendres a augmenté progressivement. Cette augmentation est de l'ordre de 125%. Pour l'azote total GELDAL, on observe une augmentation progressive qui est de l'ordre de 159%. Par contre, le rapport carbone-azote a diminué de l'ordre de 80%. Pour le phosphore, on observe une augmentation progressive qui est de l'ordre de 78%. Et pour la granulométrie, on observe une diminution des fractions de grande dimension. Ici, la fraction la plus grande qui est supérieure ou égale à 20 mm de diamètre a subi une diminution de 94%. Pour les fractions fines, on a une augmentation qui est de l'ordre de 106% pour les fractions de 1 mm de diamètre. La capacité de rétention en eau est de l'ordre de 41%. La masse volumique apparente est de l'ordre de 418 grammes par litre et la masse volumique réelle est de l'ordre de 2216 grammes par litre. La porosité totale est de 81%. Concernant l'agent pathogène, on observe une diminution ou une chute durant le premier mois, donc et une disparition totale de l'agent pathogène dans le premier mois. Donc, en conclusion, ces résultats apparaissent prometteurs en considération l'évolution des paramètres physico-chimiques et microbiologiques et surtout la disparition de l'agent pathogène durant le processus de compostage. Bien sûr, d'autres tests ou d'autres paramètres restent à évaluer, tels que le test de maturité de compost, les tests agronomiques et surtout les mécanismes de la suppression de l'agent pathogène. Et merci pour votre attention. Je vous remercie beaucoup, M. Bouziane, de cette présentation qui est une présentation sur les palmiers. C'est une présentation terrain-terrain, c'est-à-dire oui. Il reflète bien le vécu sur le terrain de l'oasis de Figuig, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, je vous remercie de cette qualité de présentation. Et maintenant, j'ouvre la session des questions-réponses, bien évidemment, s'il y a des questions. Voilà. Donc, à vous la parole, chers participants. Donc, je me permets de vous poser une question, si vous voulez. Oui. Donc, vous avez travaillé sur, c'est-à-dire sur les palmiers, c'est ça? D'après ce que j'ai compris. Oui. Et donc, est-ce qu'il y a des résultats concluants, c'est-à-dire des résultats concluants sur les palmiers? Et donc, est-ce que la maladie a régressé ou... Parce que moi, le bayout, c'est ça, c'est une maladie, le bayout. Oui, oui, c'est ça. Et donc, est-ce que vous êtes en cours de test ou c'est vraiment... Oui, c'est en cours de test. Donc, on a essayé de travailler avec
des ondins volumineux. Donc, on a déjà travaillé dans un travail antérieur avec un petit échelle, avec des petits ondins, et ils ont donné des résultats, des bons résultats. Donc, on essaye maintenant d'élargir un peu le spectre et d'avoir si on peut valoriser ces sous-produits. D'accord, parce que cette maladie, c'est une maladie majeure. Elle touche la plupart des palmiers. Il peut même détruire toute une récolte. Oui, donc c'est vraiment 100% industriel. Oui. D'accord. Donc encore une fois, je vous remercie beaucoup, Monsieur Bouziane, beaucoup. en espérant de vous voir dans les prochains congrès qui seront effectués ici à l'Université Mohamed Ier. Donc je vous souhaite bon courage et merci. Merci beaucoup. Au revoir. Et maintenant, nous passons à la deuxième, pas le deuxième, mais bon, au projet, aux exposés suivants. C'est étude de la mousse flexible de polyuréthane par IRTF et DRX, présenté par M. Al-Hakka Hicham, Hafid Youssef et professeur docteur Itouban Najim. Donc, à vous la parole. Merci, monsieur. Vous pouvez m'entendre? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. 5 sur 5, c'est bon. Alors, bonjour, chers participants. Je me présente Elias Hicham, doctorant à la faculté des sciences MCNAS, d'équipe de chimie moléculaire et matériaux organiques. Alors, mon travail intitulé Étude de la mousse flexible de polyuréthane par diffraction des rayons X et l'infrarouge. Alors, la mousse flexible de polyuréthane occupe maintenant une place très importante dans l'industrie des matériaux grâce à ses caractéristiques physiques exceptionnelles. Elles sont utilisées dans plusieurs domaines tels que l'immobilier, l'emballage et aussi dans des matériels médicaux et bien sûr dans d'autres applications dans notre société. Voilà, alors il est élaboré en général en mélangeant un polyéther polyol avec un diisocyanate, en présence bien sûr d'autres réactifs tels que l'eau, catalyseur, surfactants et des additifs, mais avec des formulations qui sont bien déterminées. Alors, les propriétés mécaniques de la mousse flexible de polyuréthane sont fortement influencées par la morphologie microphasique qui résulte bien sûr sur la répartition des zones rigides dans le matériau. Alors, le polyuréthane produit à partir d'une réaction de polycondensation des groupements hydroxydes sur les fonctions isocyanates pour produire le polyuréthane. La réaction d'expansion qui a lieu entre l'eau et les ocyanates conduit au dégagement de CO2 qui est le responsable de création des cellules et le diamine. Le diamine ainsi formé réagit avec un autre groupement des ocyanates pour former ce qu'on appelle des urées. Alors, la mousse flexible de polyuréthane est un copolymère composé en général par des segments souples qui sont les polyéthers et des segments rigides qui sont les polyurées. Grâce à la liaison hydrogène formée entre NH et CO, les segments rigides tendent à se grouper pour former ce qu'on appelle des domaines rigides de polyurée. Alors l'analyse de la mousse flexible de polyuréthane par la microscopie électronique à balayage montre que notre matériau contient des structures cellulaires.
Ces cellules est composée en général par des phases souples qui contiennent le polyéther-polyol et des phases rigides qui se séparent en deux phases, microdomaines rigides de polyurée et macrodomaines de polyurée qui sont des agrégats de taille plus importante. Alors, dans l'objectif d'améliorer les propriétés de la mousse flexible de polyuréthane, nous rapportons dans ce travail une étude de la mousse flexible de polyuréthane par l'infrarouge et les diffractions des rayons X. Les produits utilisés dans ce travail sont le polyéther-polyol et le TDE 80 qui contient 20% de 2,6 TDE et 80% de 2,4 TDE. Alors, en commençant par l'effet de l'eau qui joue un rôle clé dans la fabrication des mousses de polyuréthane en tant qu'un agent gonflant par libération de CO2 et la formation des domaines ou bien des zones rigides. Alors, dans ce cadre, l'effet de l'eau sur les domaines rigides par la variation des teneurs en eau dans les formulations a été étudiée. 5 formulations à différentes quantités d'eau ont été préparées. Il s'agit de F0, 0 g, correspond à 0 g d'eau, F2, F3,6, F7 et F14 qui contiennent 14 g. Concernant les propriétés mécaniques, on a constaté que la contrainte appliquée sur la mousse F2 augmente linéairement jusqu'à une élongation de 154% pour une contrainte de 16,6 pour Newton. Alors que les mousses F3,6 et F7 présentent une linéarité limitée pour un certain déplacement. Au-delà, il devient curvé jusqu'à une élongation de 145% pour F3,6 et à peu près 95% pour F7. Alors, concernant le spectre d'infrarouge élargi au niveau des bandes uréthane et l'urée, en comparant les données des 4 mousses, on observe que l'absorbance de la bande d'urée bédentée pour les mousses F2, F3,6 et F7 augmente à mesure que la teneur en eau augmente. Alors que la mousse F0 préparée sans eau ne présente pas de bande d'urée bédentée. Cela suggère que la teneur en eau dans la formulation représente un impact considérable sur le comportement des segments rigides de l'urée. Alors, concernant les résultats des rayons X, les diffractogrammes montrent que les mousses F3,6 et F14 présentent 2 pics à 4,4 et 5,5 angstroms, alors que la mousse F0 qui est préparée sans eau ne présente pas le pic 5,5. Le résultat précédent d'infrarouge et ces résultats des rayons X preuve que la zone de polyurée qui a donné naissance du pic qui est située à 5,5 angstroms. Alors maintenant, l'effet des métaux alcalins. Le choix d'utiliser des métaux alcalins comme additifs dans les mousses flexibles de polyuréthane a été inspiré des travaux d'Anige, qui ont étudié l'effet de LSCS sur les liaisons hydrogènes et le phénomène de séparation de phase dans les matériaux cellulaires comme les mousses flexibles de polyuréthane. Alors, dans notre part, l'effet des métaux alcalins LiCl, NaCl et KCl sur les domaines rigides de la mousse flexible de polyuréthane a été étudié. Les quantités 1, 2 et 3 grammes de LiCl sont ajoutées à la formulation F3,6 selon les formulations citées dans ce tableau. Concernant les résultats d'infrarouge montrent qu'on a l'intensité de la bande attribuée à l'urée bédentée diminue au fur et à mesure que la quantité de LiCl augmente. Alors que, par contre, l'intensité de la bande attribuée à l'urée monodentée augmente avec le teneur de LiCl augmente.
Ce résultat dû au LSR qui a la capacité d'empêcher la formation des liaisons hydrogènes et par la suite d'altérer les domaines rigides de notre matériau. Maintenant, 3 mousses contenant 1 gramme de différents métaux alcalins tels que LSCl, NaCl et KCl ont été préparés, bien sûr dans les mêmes conditions. Le spectre d'infrarouge montre que l'intensité de la bande attribuée à l'urée bédantée diminue au fur et à mesure que les métaux alcalins sont ajoutés. Concernant les résultats des rayons X pour les 4 montres, on a remarqué que la mousse F3,6 présente 2 pics à 4,4 et 5,5 angstroms, alors que les mousses qui contenant des métaux alcalines, on a une disparition de pics à 5,5 angstroms attribués, comme déjà mentionné précédemment, au plan formé par les liaisons hydrogènes. Maintenant, la question qui se pose ici, c'est dans les parties précédentes, nous avons constaté que dans les spectres des rayons X, l'origine du pic à 4,4 est inconnue. Alors, dans ce cadre, on a pensé d'étudier l'effet de symétrie de molécules isocyanates sur notre matériau. Alors, 2 mousses des isocyanates différentes ont été préparées, l'un par un désocyanate asymétrique tel que le 2,4-TdE et l'autre par un isocyanate symétrique tel que le 1,4-PdE. Les résultats des rayons X montrent que les mousses qui sont préparées par un isocyanate symétrique présentent 2 pics à 4,2 angstroms et 4 angstroms. Alors que la mousse qui est préparée par un isocyanate asymétrique présente un seul pic à 4,5 angstroms. Pour la mousse qui a été élaborée par un mélange d'isocyanates symétriques et asymétriques présente 2 pics à 4,5 à 4,4 et 5,5 angstroms. Alors, ce résultat montre que lorsqu'on a utilisé des isocyanates asymétriques tels que le 2,4-TdE, les liaisons hydrogènes auront la difficulté à se former, comme vous voyez dans ce schéma. Alors, par contre, lorsqu'on a utilisé un des isocyanate symétriques, tel que le 1,4-PdE, les liaisons hydrogènes font plus facilement dans ce cas. Alors, pour terminer, les principales conclusions qu'on peut tirer de ce travail sont la teneur en eau a un effet majeur sur les segments rigides et par conséquent les propriétés mécaniques de la mousse flexible de polyuréthane. Les métaux alcalins LSCl, NaCl et KCl ont la capacité d'empêcher la formation des liaisons hydrogènes et par la suite de modifier le domaine rigide. La symétrie des isocyanates a un grand impact au cours de la formation des liaisons hydrogènes dans le domaine rigide. Concernant les perspectives, nous allons mener une étude approfondie pour déceler les origines du pic apparu sur le spectre de diffraction de rayons X à 4,4 angstroms. Nous proposons de remplacer le désocyanate aromatique par un désocyanate aliphatique. Alors, merci pour votre attention. Je vous remercie beaucoup, M. Hicham, de cette présentation qui est claire. Et donc, j'ouvre la session de questions-réponses, bien évidemment, s'il y a des questions. Donc, à vous la parole, chers participants. Donc, sinon, moi, je poserai une question, si vous permettez. Oui, bien sûr. Donc, Monsieur Al-Habka, est-ce que pour ce que vous venez de présenter, des applications pratiques, par exemple, Oui. des applications pratiques, par exemple, dans la vie courante, est-ce qu'il y a des applications? Oui. Est-ce que vous pouvez... Des applications, c'est-à-dire votre étude, est-ce qu'il y a des applications dans la vie courante? Je crois le deuxième diapo.
Voilà. D'autres D'accord. applications. Voilà, D'autres- voilà, les Il y a, applications, voilà. Voilà, c'est bien. il y a d'autres applications telles Oui, il existe, c'est par exemple, des applications acoustiques. d'accord. Dans des appartements, ils ont utilisé aussi des mousses de polyuréthane pour l'isolation acoustique. D'accord, c'est incorporé avec le béton ou c'est comment? Yeah. Oui, c'est de... D'accord, d'accord. Yeah. Ah bah, c'est intéressant. C'est-à-dire pour l'isolation acoustique, c'est ça. Oui. Donc c'est pour l'isolation acoustique. J'ai vu, il y a un autre diapo où vous parlez sur les propriétés mécaniques. Hein. Oui, sur l'eau, l'ajout de l'eau. Et ça, c'est intéressant. Voilà, C'est ici, voilà. Voilà, c'est ça, c'est ici. Mm. Oui, le rajout de l'eau. Non, avant, voilà, c'est ça. Et donc, parmi les trois graphes, lequel est le meilleur? C'est en rouge, je pense, non? Non, tu ne peux pas dire qu'il est le meilleur parce que le rouge est là, on a une rupture de la mousse. Au D'accord. niveau de 19,2 newtons, on a une rupture de la mousse. Par contre, les deux mousses n'ont pas de rupture. Voilà, j'ai dit ça parce que moi, Yeah. normalement, c'est de partie mécanique qui m'intéresse et c'est ça ce que Oui. j'ai remarqué parce que vous n'avez pas mentionné là. Est-ce que vous, par exemple, vous avez une idée sur les lois qu'on peut utiliser ici, par exemple? Les comportements, ils sont comment, élastiques ou plastiques? Oui, C'est pas votre domaine de compétence, mais est-ce que vous avez une idée? oui, par exemple, pour la mousse F2, on a un domaine élastique parce qu'on Voilà, a très bien. une rupture. Donc, Voilà. on a un courbe linéaire. Par contre, pour les deux mousses F3,6 et F7, on a une linéarité au début de la courbe. Par contre, par la suite, le courbe va devenir curviligne. Mais je C'est-à-dire comprends. il présente un certain élasticité. Je vois, une certaine plasticité. Plasticité. D'accord. Donc là, vous avez une idée sur la loi qu'on peut utiliser ici, par exemple? Je pense, Normalement, c'est la loi de Hooke. On peut utiliser la loi de Hooke pour modéliser Guadeloupe, ces données. je ne Oui. sais pas vraiment. Ouais, non, je sais, c'est pas votre domaine de compétence parce que vous êtes chimiste. Ça, Oui, ça ça revient m'intéresse la des partie gens chimiste. de la mécanique des matériaux. Encore une fois, je vous remercie beaucoup, monsieur Merci, monsieur, Hicham, merci à vous. J'espère bien vous voir dans les prochains congrès. Inch'Allah, D'accord? merci à vous. Merci. Et je vous souhaite bon courage et bonne continuation. D'accord? Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. On passe à notre présentation. C'est le transfert de mesures IOT à partir de node MCU vers le cloud base sur MKTT, supervision de SPO2 des patients COVID-19. Présenté par M. Mounir Grare, Mimoun Moussaoui et Omar Moussaoui. Donc, je ne sais pas s'ils sont présents ou non. Je crois pas qu'ils sont présents. Non. Monsieur Grégoire, je n'ai pas détecté un participant. Tu peux passer à la suivante. au suivant. Ouais. D'accord. Donc, on passe à la suivante. C'est GCNS analyst, antioxydant and anti-angiogenic das activity of pomegranate pale hexane extract. Présenté par Nassima Al-Arj, Mustafa Mimouni, Mohamed Bouhim et Mohamed Benouhan. Donc, vous pouvez commencer la présentation, bien évidemment, si vous êtes présent. Normalement, Nassima, il est présent. Oui, normalement, oui. J'ai vu qu'elle était présente, mais là, je pense pas, non. Il y en a plein.
Il y a la possibilité de être que le micro n'est pas bon. Ah, d'accord, Donc, si on a deux micros, je pense. d'accord. Mais il peut le signaler en discussion. Oui. S'il y a le- Ouais. Il Ouais. peut nous Tu envoyer peux un- le demander de faire le signaler en discussion. D'accord, C'est donc le problème de... voilà. Sinon, là, je suis en train de... Tu peux m'envoyer un message. Et tu peux nous envoyer un message de ta part? Normalement, il a l'accès de mettre Parce que j'ai un mis message. discussion, mais ça ne me donne pas la main. Ah, il est sécurisé. Oui, je vois à me mettre en sorte de Hmm. lever la main, mais c'est que je ne peux pas envoyer un... Donc, on passe à la dernière présentation et D'accord, revenons pour d'accord, signaler, faire un rappel à la fin. d'accord. On fait comme ça, d'accord. Voilà. Donc, on passe à la présentation Phytophthirium vexan, cousine du bac 16 and new discovering related to apple tree in Morocco. Présenté par Salma Jbiri, Rachid Lali et Mohamed Bendris Amraoui. Donc, vous pouvez commencer. Bien évidemment, c'est là. Bonjour professeur, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends trop bien, merci. Oui, c'est bien. Donc, vous pouvez commencer. D'accord. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, c'est parfait. D'accord, On vous entend, on vous voit 5 sur 5. d'accord. Alors, bonjour à tous. J'ai l'honneur de vous présenter mon travail intitulé « Nouvelle découverte de maladies de pourriture cassinaire liées aux pommiers causées par Phytophytium vexans ». Alors, comme introduction, le pommier Malus domestica est l'espèce qui occupe la plus grande surface en matière de rosacées fruitières au Maroc, avec une production de 696 624 tonnes, faisant de ce pays l'un des principaux producteurs mondiaux. La culture du pommier fait partie des filières agricoles les plus importantes du Maroc, notamment dans le cadre du plan Maroc vert. Le pommier est une culture qui a de grands besoins en froid. C'est la raison pour laquelle on la trouve concentrée en haute montagne de l'Atlas moyen. En 2018, des symptômes de dépérissement ont été observés sur les pommiers cultivés dans des vergers dans la région du Seis, située au nord du Maroc. Afin de rechercher l'agent responsable, nous avons lancé un projet de recherche visant à l'isoler et à déterminer son identité. Alors, les symptômes observés sur le terrain, on a tout d'abord pour une pourriture du système racinaire, sa décoloration et l'absence de radicelles, c'est-à-dire de petites racines nourricières. On a également la partie affectée présente elle est colorée en brun ou bien brun rougeâtre. Également, on a une incapacité de synthétiser la chlorophylle et cela cause un jaunissement des feuilles, l'apparition de taches foliaires. Et enfin, on a des lésions brunâtres à noires au niveau de la tige. Alors, le matériel et les méthodes qu'on a utilisées. Donc, on a utilisé le sol de 50 vergers de pommiers situés à 6 ans de la région Fès-Meknès, notamment Meknès, El Hajeb, Shlihat, Sfro, Imouzar et Azro. Donc, premièrement, on a fait la préparation de l'inoculum par appâtage de fruits. Donc, les fruits sains ont été inoculés dans le sol infecté, puis incubés à 25 degrés pendant 7 à 10 jours. Une fois le mycélium est apparu, on a coupé un morceau de 1 cm du fruit et on l'a cultivé sur un milieu CMA sélectif. La purification des souches a été réalisée sur le milieu PDA. 35 échantillons sur 50 sont révélés positifs, avec un aspect de colonie en fleurs blanchâtres, avec un mycélium non cloisonné au microscope.
Deuxièmement, la production des sporanges. Un test de sporulation a été effectué en déposant un morceau du mycélium dans un milieu V8 et on l'a incubé pendant 4 jours à 25 degrés Celsius. 1 centimètre de la gélose a été découpé et il a été mis avec un filtre à de sol, qui est non stérile, dans une boîte de pétri pendant 24 heures, à 18 degrés Celsius, puis déplacé ensuite dans 4 degrés pendant 2 heures. Les sporanges obtenus par le test de sporulation étaient non pileux, sphériques, pyramidaux ou ovoïdes, terminaux ou intercalaires, produisant de courtes protubérances qui se transforment en tubes de décharge de zoospores. L'identification moléculaire. Alors, concernant l'extraction d'ADN, environ 50 à 100 mg du mycélium récupéré en raclant sur la surface du gélose des cultures fongiques fraîches en utilisant une spatule stérique ont été mis dans des tubes Eppendorf de 2 ml contenant 500 microlitres du tampon d'extraction. Le mélange a été broyé pendant 1 minute et l'ADN de la culture axénique a été extrait à l'aide du kit buffer selon le protocole du fabricant. L'amplification PCR, donc l'identification moléculaire a été réalisée en séquençant la transcription interne espaceur, ITS, en utilisant les amorces conservées ITS1 et ITS4. Le séquençage. Les isolats ont été séquencés au niveau du site d'innovation de FES. Les séquences résultantes ont été déposées dans la base de données GenBank sous les accessions MK65 68 97, MN 54 55 93, MN 54 55 88 et MN 54 55 87. Pour les résultats, on a le Phytopythium vexans, ça a été identifié au niveau des 35 isolats séquencés. Les résultats ont montré une identité de 90 à 97 par rapport aux isolats de référence de Phytopythium vexans. Et en guise de conclusion, cette étude a été menée dans le but de rechercher l'agent responsable de ces symptômes dans la région de Fès-Meknès sur un total de 50 échantillons prélevés dans différents sites. 35 de ces isolats sont revenus positifs à Phytopythium vexans. On suppose que probablement le Phytopythium vexans a été introduit et disséminé avec le matériel végétal infecté. L'irrigation excessive de cette région pourrait être également à l'origine du développement de la maladie à Phytopythium vexans chez les pommiers en particulier, dans les verges caractérisées par une densité de plantation élevée, vu que ce dernier a besoin de beaucoup d'humidité pour la production de sporanges et de zoospores. À notre connaissance, il s'agit de la première étude à démontrer que Phytopythium vexans cause la pourriture brune et chancre du collet des pommiers au Maroc. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame Salma Jabeli, pour cet exposé. Merci à vous. Et pour la clarté des résultats. D'après ce que j'ai compris, c'est que c'est une nouvelle maladie, c'est ça? Oui, exactement. D'accord, donc c'était bien présenté. Merci beaucoup. Je cède la parole aux participants pour des questions-réponses, s'il y en a, bien évidemment. Bien sûr. Donc, je vous invite à poser des questions, si vous avez. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions. De mon côté, je vais poser une question, même si je ne vis pas dans le domaine. J'ai vu qu'il y a la maladie. Est-ce que vous avez trouvé le remède, par exemple? Pas encore. C'est en cours de recherche. C'est en cours de... Parce que moi, ça me fait rigoler parce que au lieu, vous avez trouvé une nouvelle maladie. Déjà, on a le Covid, vous avez trouvé une nouvelle maladie. On va essayer de trouver le remède plus rapidement que le remède du Covid. La Covid, la maladie. La maladie, ça fait. Donc, je plaisante, c'est juste pour... franchement, je vous félicite pour votre exposé, il est bien. Merci clair, beaucoup. Et je vous souhaite une bonne continuation. Espérons de vous voir dans les prochaines conférences et congrès que nous allons effectuer
au sein de notre université Oujda en présentiel. Merci à vous. Merci à vous, professeur, Inch'Allah. Donc, je pense qu'on va clôturer cette session. Il y a quelqu'un qui m'entend? Oui. Mon professeur Kerker, tu peux me faire un rappel seulement sur les gens qui n'ont pas participé. Je ne sais pas, sont arrivés en retard ou bien je ne sais pas. On fait un repère, après on fait la couverture de la session. D'accord. S'il vous plaît. Voilà. Donc, il y a, je crois, il y a... Amal. Oui, Amal. Amghnouch, oui, il n'était pas présent, oui. D'accord. Et il y a Mounir Grare et Moussa, oui. Tu m'entends? Ah, voilà, il est l'Arj Nassima. Il est bien. Il faut le mettre en discussion. D'accord. D'accord, l'Arj Nassima. Bonjour, Voilà. tu m'entends, l'Arj? Oui. L'Arj, il faut activer le micro, s'il vous plaît. Oui, il faut activer le micro. Oui, madame Laouj, il faut activer votre micro. Oui. Donc, il faut activer le micro parce qu'on ne vous entend pas. L'Arj, il faut activer le micro, s'il vous plaît. Oui, madame Laouj, est-ce que vous nous entendez ou... Je ne sais pas. Oui, je ne pense pas qu'il nous entend. Hmm. Laouj, est-ce que vous nous entendez? La discussion est désactivée, donc elle ne pourra pas répondre. Ah, d'accord. Oui, c'est ça le problème. Ah, d'accord. Et donc, on fait comme... pourquoi il est désactivé, la discussion? Oui.
Normalement à 17 heures. Madame Nassima, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, s'il vous plaît, pour pouvoir activer votre micro, il faut cliquer en bas sur l'icône du casque pour connecter l'audio de l'ordinateur, s'il vous plaît. Madame Lara, je ne vous entends pas. Tu devrais activer ton micro. Elle dit qu'il a un problème dans son micro. Ah, d'accord. Il est en train d'activer et désactiver les micros, mais il ne peut rien entendre. Est-ce qu'il peut sortir et re-entrer dans la session? Oh oui, il peut sortir. Bon, je suis avec elle au téléphone, c'est pourquoi je vous dis ça. Ah, d'accord, merci. Donc, oui, il pourra rentrer, d'accord. Il pourra faire sur son téléphone, non? Non, apparemment, non, il ne vous entend pas. Donc, il n'entend pas. Allô, c'est sur
Donc, toujours, il y a le problème. Oui, je pense qu'elle a toujours le même problème. Elle est dans la salle d'opening. Le temps qu'elle peut régler son problème, elle va nous rejoindre. Si on peut attendre juste 2 minutes, 3 minutes. D'accord, c'est pas grave, on va l'attendre. D'accord, merci. Mon professeur Abdelhamid, tu peux me faire un rappel sur Monir Gréry? Donc, il y a, oui, attends, il y a Graré, oui, le Graré, et Mimoun Moussaoui et Omar Moussaoui. D'accord, et donc il y a que ça. Et plus ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était Amal Mganoui, c'est ça? Non, Nassima. Nassima Al-Arj. Oui, et Amal. Amgalia. Non, Nassima, on va l'attendre un petit peu. Il dit qu'il est en train de régler son problème. Est-ce que vous m'entendez? Madame la reine, c'est pas votre salle. C'est pas ça, d'accord. Normalement, vous cliquez sur rejoindre à votre salle 3 pour vous pouvez présenter votre présentation. Répète. J'ai activé mon micro. Oui, c'est bon, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? C'est bon. Professeur Abdelhamid, c'est bon? Oui, je vous entends trop bien. Vous pouvez commencer. D'accord, merci. Donc, bonsoir à tout le monde. Je vais commencer Oui.
keep going. Vous m'entendez d'abord? Oui, oui, on vous entend. Vous pouvez continuer. Donc, on va commencer par l'introduction et puis peut-être plus générale sur la vironadie. Et puis on parle juste un petit peu sur la composition chimique de l'écorce, puis l'extraction de métabolites secondaires. Et on va parler sur le type de chimie et quelques valorisations biologiques, notamment l'activité antioxydante et l'activité alpha-glycosydase. On va terminer notre examen de composition. Donc, ces dernières années, un grand intérêt, une grande attention est accordée aux bienfaits à la consommation régulière des fruits et légumes sur la santé humaine. Donc, cette valeur nutritive réside dans la grande variété des molécules biologiques. Donc, la grenade est l'un des produits les plus riches en antioxydants, notamment les polyphénols, les tanins, les antioxydants, et se constituent présente diverses activités biologiques et l'élimination des radicaux libres, l'inhibition de la croissance microbienne et aussi l'élimination des risques de certains cancers. On va parler un petit peu sur notre plante. Donc, c'est un arbre fruitier appartenant à la famille des Pinacacées qui comprend 3 espèces différentes, notamment le Pinica, la nature, c'est l'espèce la plus connue. Donc, il est formé de 3 parties principales, ayant chacun leur propre caractère diversique botanique et chimique. Donc, on concentre notre étude seulement sur la peau, c'est-à-dire l'écorce du grenade. Donc, la composition chimique de l'extrait hexanique déterminée par chromatographie en phase gazeuse soufflée à la spectrométrie de masse. Donc, la composition chimique de notre extrait, on traite l'examen, on trouve donc différentes composés chimiques. Donc, l'acide oléique contient le composé le plus majeur avec un pourcentage de 45%. Voilà donc en ce qui concerne l'extraction de métabolites secondaires. Donc, l'extraction à partir des plantes a connu depuis l'Antiquité donc un grand intérêt vu l'utilité de leur extrait dans les différents domaines. Donc, à l'aide d'un extracteur, on met en contact l'examen. C'est le solvant qu'on fait dans notre étude. Donc, on met en contact avec la matière végétale et le produit extrait est évaporé solide. Et puis, un cerveau et le résidu restant, dont le substrat est mis en extraction par le solvant suivant. Donc, on obtient l'extrait. Donc, voilà les propriétés physiques de l'extrait hexanique. Donc, le rendement en est 10%. Et l'aspect couleur, on a un aspect jaune et solide. Pour l'étude phytochimique, un extrait a été soumis au test phytochimique qualitatif qui est basé sur des réactions colorées et des précipitations par des réactifs chimiques spécifiques. Donc, le résultat de criblage phytochimique est résumé dans le tableau suivant. Donc, la révélation quantitative affirme la présence des pépénides et des stéronides, aussi l'alcaloïde, mais l'absence de quelques polyphénols comme l'amine et saponine. Donc, l'activité biologique, nous avons évalué l'activité biologique par piège radical libre de PPH. D'après les résultats obtenus, donc l'acide ascorbique possède une capacité importante à inhiber le radical de PPH. On a trouvé le IC50 au niveau par MS 12,27 mg, c'est-à-dire qu'on est par rapport à la référence, on trouve que l'extrait inhibit les antioxydants, c'est-à-dire qu'il a un effet inhibitif librement important.
enzymatique in vitro, c'est l'enzyme alpha-glucosidase. Donc, les inhibiteurs du alpha-glucosidase sont des inhibiteurs oraux utilisés contre le diabète sucré de type 2 et qui agissent en empêchant la digestion des glucides. Comme vous avez connu que les glucides sont normalement des sucres convertis en sucre simple par les enzymes alpha-glucosidase, donc elles sont présentées sur les cellules affichant à l'intestin, ce qui permet aux monosaccharides d'être absorbés par l'intestin. Donc, par conséquent, les inhibiteurs alpha-glucosidase réduisent l'impact des glucides alimentaires sur la glycémie. Donc, nous avons testé deux concentrations différentes à 166 microgrammes par ml, nous avons obtenu 66%. Et si on double la concentration, on obtient 57%. On compare notre résultat par rapport à la carte de la synthèse, c'est un standard. Donc, on trouve que nous avons plus ou moins une valeur importante, c'est-à-dire que inhibe l'alpha-glucosidase et on compare par rapport à la carbone. Et l'activité, pardon, j'ai déjà cité ça, et si l'activité inhibitive calculée à travers la relation suivante. Donc, en conclusion, donc on a réussi à extraire le métabolisme secondaire. On a fait le test phytochimique, le pH et la définition de l'activité alpha-glucosidase. Donc, montre que l'extrait des grains possède une bonne activité antioxydante et antibiotique. Donc voilà, merci pour votre attention et je m'excuse pour le dérangement. Donc, je vous remercie, Madame Nassima Laraj, pour la présentation. C'est vrai qu'il y avait un petit bruit sur le son, mais bon, je vous remercie de votre insistance. Vous avez insisté. Vous étiez déterminé à présenter, ça c'est bien. Et donc, j'ouvre la session questions-réponses pour les gens qui ont des questions, bien évidemment. Moi, j'ai une question, si vous le permettez. Oui. Tu m'entends? Vous m'entendez? C'est juste pour, de façon pratique, les extraits des métabolismes secondaires et les conclusions que vous avez effectuées pour la pratique dans notre vie. Est-ce que vous pouvez donner des exemples? Extraire le métabolite secondaire. Oui. Par exemple, dans notre sujet, on concentre sur l'extraction des métabolites secondaires. Donc, il y a différentes techniques qui permettent d'extraire ce métabolite. D'accord. Dans notre vie, on trouve ces métabolites qui sont des structures naturelles dans les légumes. D'accord. Extrait, par exemple, le bêta-carotène, l'acide élagique, ce sont des métabolites secondaires, et le polyphénol, aussi les légumes les fruits sont polyphénol. Notre travail nous permet d'extraire juste quelques métabolismes, mais pas tous les métabolismes. Il existe des métabolismes, par exemple, chevauchés, une famille de molécules, ou bien on ne sait pas les séparer. D'accord. Ok. Donc, je vous remercie encore une fois pour cette présentation. Nous espérons vous voir dans les prochains congrès qui seront, Inch'Allah, en présentiel. Donc, encore une fois, merci de cette présentation et à la prochaine.
Donc, juste un dernier mot avant de terminer. Oui. Donc, je tiens à vous remercier encore une fois, Monsieur Kalko, pour d'avoir accepté de modérer cette session. Merci à vous aussi. Donc, Merci. je tiens à remercier aussi Monsieur Bakri d'avoir été co-modérateur avec vous et aussi de remercier tous les participants pour leur présentation pertinente. Merci bien. Merci beaucoup et merci à M. Bordid et merci à vous, Hajar Sadr, c'est ça? Je vous en prie, oui. D'accord, et merci à toute l'équipe du laboratoire et merci à tous les membres et tous les membres doctorants, chercheurs, étudiants de notre laboratoire ondes, matériaux, énergie. Et à demain, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, M. Abdelhamid. Merci beaucoup. Je vous en prie, M. Bordid, je vous en prie. Merci. Allez, bonne soirée. Et Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée.